du coup, merci d'être encore là. Puis j'espère que les capacités attentionnelles seront encore présentes pour apparemment la meilleure partie de la journée. Je m'auto-mets la pression comme ça. Donc moi, je vais vous parler d'ergothérapie et plus précisément de la prise en charge du patient amputé en ergothérapie dans le contexte de la réadaptation. Du coup, moi, je suis Luca Maffei, je suis ergothérapeute référent de filière réadaptation sur le site du Val-de-Rue au niveau du réseau hospitalier neuchâtelois. Donc le programme de la journée, donc je vais commencer par une introduction, information générale de l'arrivée du patient en réadaptation. Ensuite, je vais partir dans les évaluations plus spécifiques en ergothérapie pour le patient amputé. Et ensuite, on passera aux interventions au niveau de l'ergothérapie et je finirai par la préparation de la sortie et la finalisation du suivi avant le retour à domicile. Donc, le parcours hospitalier du patient amputé, donc je vais essayer de ne pas faire trop de redondance avec toutes les présentations de ce matin qui étaient quand même très complètes. Donc, on a la phase pré-op, la phase post-opératoire qui est sans prothèse. Est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Et ensuite, on a quand même les deux options. Selon le projet, un transfert en EMS ou en UAT si le patient n'est pas prêt à venir en réadaptation ou s'il n'y a pas d'indication, ou directement la phase de réadaptation qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, comme ça a été dit ce matin, la phase avec ou sans prothèse, c'est aussi une possibilité pour la complexité des patients amputés. La phase qui est en général avant le retour à domicile. Donc, avant d'accueillir un patient en réadaptation, en général, les objectifs de l'IA, donc de soins aigus, sont que la cicatrisation soit OK ou alors en bonne voie pour qu'on puisse commencer le processus de réadaptation et potentiellement d'appareillage, qu'il y ait un début de tolérance de contention du mognon, que l'état physique global soit le meilleur possible. Donc il y a aussi tout un travail qui est fait au niveau thérapeutique en soins aigus pour déjà préparer et conditionner au mieux le patient dans son autonomie, dans ce qu'il pourra faire déjà sans prothèse. Et en général, la décision, dans le meilleur des cas, en tout cas pour nous, que la décision d'appareillage se fasse en Libé, donc en réadaptation, en interdisciplinarité, comme ça a été évoqué, ce qui est super important. Donc, le patient à son arrivée en réadaptation, donc là, j'ai imagé la tête du patient avec plein d'informations. Donc il y a plein de mots techniques qui lui sont présentés. On lui parle de prothèse, on lui parle de manchon, on lui parle de liner, on lui parle de bandage, de rééducation, réadaptation, ergothérapie, physiothérapie. Il y a énormément d'informations qui arrivent au patient. Le patient arrive, tout le monde lui saute un peu dessus pour faire ses premières évaluations. Donc l'idée, en fait, dans tout ça, c'est de déjà clarifier un petit peu tout ça pour le patient. C'est souvent des hospitalisations, réadaptations qui sont relativement longues. Donc le patient doit être avec nous. Donc on va vraiment insister sur ce concept de patient partenaire. Il a besoin de comprendre ce qu'il attend, d'être actif dans sa réadaptation. Ça sera super important par rapport aux objectifs qu'on aura avec lui. De clarifier aussi les rôles de chaque professionnel et objectifs. Donc il y a beaucoup d'interventions, comme ça a été vu notamment avant avec les physiothérapeutes, qui sont en fait partagées entre plusieurs corps de métier, entre les ergos, les physios, l'équipe médico-soignante, il y a les diététiciens aussi, c'est vraiment très interdisciplinaire. Donc il faut aussi qu'ils comprennent, donc on est tous habillés la même chose, c'est aussi pas facile pour lui de comprendre qui fait quoi, qui est qui, et puis justement à qui il peut s'adresser selon les questions qu'il aura par rapport à sa réadaptation. Les évaluations, donc là c'est le programme des évaluations qu'on fait, que je vais détailler tout à l'heure. On va commencer dans l'urgence des J1 à proposer un positionnement adapté pour ce patient, que je vais développer tout à l'heure. On fera un recueil de données spécifiques en ergothérapie, que je vais aussi détailler. On fera l'évaluation des capacités pour ensuite définir les objectifs et le projet thérapeutique ou d'appareillage. Et ou d'appareillage, ça va souvent ensemble. Donc, le positionnement qu'on peut proposer pour ces patients, donc la majorité, ils sont amputés, il y a un fauteuil roulant à mettre en place. Donc, ce n'est pas juste un fauteuil roulant à mettre en place, il y a des choses auxquelles il faut faire très attention. On va proposer du coup pour ces patients, selon le niveau d'amputation, un repose-mognon. Donc c'est des choses, donc soit il y a des repose-mognons qui sont faits par les fournisseurs de fauteuils roulants, qui sont un peu plus petits, qui sont aussi réglables en avant, en arrière, en hauteur et au niveau de l'inclinaison. Ou alors, si c'est encore trop petit, on a aussi des planches qui sont un peu plus larges, mais qui permettent vraiment, les objectifs qu'on aura avec ça, c'est de maintenir le mognon en extension pour éviter, en fait, diminuer surtout le risque de flexum, et aussi éviter que le patient ait
simplement sa jambe en bas, enfin son moignon en bas, et puis que ça engendre en fait une augmentation du volume, parce qu'on est plutôt à chercher justement une diminution du volume avec un modelage. Et puis si le patient a toujours son moignon vers le bas, ça va avoir tendance à gonfler. Et ça sera pareil pour le positionnement au lit, qui devra toujours être en extension. Et on va aussi mettre un coussin de positionnement. C'est quand même des patients qui restent la plupart du temps à part en thérapie, et à part s'ils ont une petite autonomie déjà pour faire leurs soins, qui seront assis sur le fauteuil. Donc avec les peaux fragiles, aussi l'état cutané fragile de ces patients, il y a aussi un risque d'escarre qui est aussi quand même assez important. Donc un bon coussin de positionnement par rapport aussi aux facteurs de risque cutané qu'il aura, un coussin anti-escarre, un coussin adapté à ces situations pour que vraiment au moment où il est assis au fauteuil roulant, donc la plupart de la journée, il soit au niveau du moignon bien positionné et en protection de son état cutané. Ensuite, on va, du coup, comme ça a été bien abordé dans toutes les présentations, regarder la contention. Donc quand je parle de ça, il y a effectivement de savoir qu'est-ce qui a été mis en place déjà en soins aigus en termes de contention, avec quoi il arrive. Est-ce qu'il arrive à un bandage? Avec un bandage, est-ce qu'il arrive avec un manchon post-opératoire ou déjà un liner? Donc ça, c'est vraiment les collègues de soins aigus qui s'en occupent, qui sont déjà en contact avec les prothésistes pour livrer le matériel. Et en fait, il y aura des temps de port qui seront mis en place, parce que des fois, dès l'introduction d'un manchon, c'est pas qu'on le met et on le laisse comme ça. Il y a quand même une habituation aussi. Il n'est pas toujours bien toléré par le patient. Il y a plusieurs tailles. Donc en fait, on doit vraiment se mettre d'accord au niveau de l'équipe. Donc on a une vraie coordination au niveau de l'équipe pour savoir combien de temps et à quel moment de la journée il va porter son manchon, son liner ou autre. Et puis par rapport au bandage, donc il y a eu pas mal de discussions tout à l'heure sur la façon de faire. Et du coup, on essaie vraiment. Alors, les personnes qui suivent les patients amputés, en tout cas chez nous, c'est des thérapeutes, que ce soit physio-ergo, qui ont été formés pour prendre en charge ces patients, donc formés aussi à la pose d'un bandage. Et on doit aussi s'assurer que soit c'est le thérapeute qui le fait, au niveau de l'équipe soignante, que les personnes savent le faire et comment elles le font. Et puis des fois, on a aussi ce rôle un peu de coordinateur dans tout ça. Au niveau des moyens auxiliaires, donc les patients arrivent souvent de soins aigus avec en fait une gouttière comme celle-ci qui est moulée directement avec des matériaux qu'on utilise. Donc c'est quelque chose qui est réalisé par les ergothérapeutes. Donc c'est une gouttière en fait où le patient vient mettre son moignon dedans pour justement reprendre les objectifs qu'on a d'extension du genou pour éviter le flexum, et puis d'avoir le moignon qui est toujours bien positionné. Ça peut être un plus pour le patient, parce que des fois, on a beau mettre un super repose-moignon et le patient finit quand même à côté, comme ça, en détente, sur son fauteuil. Donc c'est aussi important que ça puisse suivre au niveau de la journée, et puis c'est une aide en plus pour le patient. Et bien sûr, dans nos évaluations de positionnement, on vient toujours voir au niveau de l'indépendance s'il a besoin de moyens auxiliaires, quel qu'il soit, au niveau de l'indépendance, que ce soit pour l'habillage ou autre. Donc on vient faire ça au début, au niveau du positionnement. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les contentions qu'on a vues. Ce que j'aimerais vraiment transmettre à ce niveau-là, plus du côté ergo du coup, mais qui est aussi partagé par les autres professionnels, c'est vraiment l'indépendance dans tout ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, il faut que le patient il soit partenaire de tout ça, qu'il comprenne pourquoi on met tout ce matériel, quelle est l'importance de tout ça. Donc, il y a justement ces différentes contentions avec chacun leur spécificité. Et ce qui sera super important, en fait, c'est l'hygiène et l'autonomie qu'il aura avec tout ça. Est-ce qu'il le porte toute la journée? C'est du matériel qui se lave quand même à chaque fois, qui doit être bien sec pour éviter l'humidité, la macération et tout ça. Donc notre job va aussi être d'être très global là-dessus. Donc oui, il y a la contention, on prend les mesures, on suit, est-ce qu'il faut changer de manchon, venir sur du plus petit pour modeler le moignon, mais est-ce que déjà il le gère ou est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement pour éviter en fait les risques liés à tout ça? Au niveau des évaluations ergo, une fois que tout ça est posé, que le patient est bien positionné, qu'il a tout ce dont il a besoin dans sa chambre et qui connaît déjà un petit peu aussi les lieux, on va réaliser ce qu'on appelle en ergothérapie un profil occupationnel. Donc ça c'est pour un patient amputé, mais pour tout patient qu'on suit finalement, c'est un peu la base en fait sur laquelle on va se baser pour définir nos objectifs. En fait, on va poser aux questions: quelles étaient ses habitudes de vie à domicile avant l'hospitalisation? Qu'est-ce qu'il faisait ces journées? On travaille beaucoup avec la journée type, c'est-à-dire que le patient va nous raconter une journée
complète du moment où il se lève et jusqu'à qu'il aille se coucher. Au début, des fois, ils sont un peu surpris pourquoi on leur demande ça. Des fois, ils disent je fais rien à la maison. Et on leur explique que c'est impossible de rien faire du moment qu'on se lève et qu'on fait des choses quand même dans son appartement. En fait, on va essayer d'avoir vraiment une idée globale de tout ce que faisait le patient avant. Et surtout, là où on va vraiment insister, c'est le contexte des activités habituelles. C'est-à-dire que le patient nous dit voilà, j'étais indépendant, je faisais tout, ok, je faisais mes courses, je faisais mon ménage et je faisais ma lessive, etc. Donc oui, mais comment ? Donc on vient un peu les titiller tout le temps, c'est-à-dire vous faites vos courses tout seul, est-ce que vous allez en voiture, est-ce que vous portez vos sacs vous, est-ce que vous prenez un caddie, c'est toutes des choses en fait qu'on vient référencer à ce moment-là pour justement après pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce qu'on va proposer, déjà voir les habitudes, dans quel contexte c'est fait, et puis qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut travailler avec ce patient comme moyen finalement d'intervention pour justement atteindre une autonomie la plus maximale possible. Ensuite, on va beaucoup s'intéresser à tout ce qui est environnement. Quand je parle d'environnement, il y a évidemment l'environnement social qui est référencé aussi, qui est pas mal aussi abordé par les collègues assistants sociaux. Et nous, on va s'intéresser à tout ce qui est environnement aussi physique. C'est-à-dire qu'on va poser beaucoup de questions sur l'accessibilité du logement. Est-ce qu'il y a des obstacles environnementaux? Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce qu'il y a des seuils? Est-ce qu'il y a une douche? Est-ce qu'il y a un bac de douche? Est-ce qu'il y a une baignoire? Enfin, tout ce genre de choses en fait, qu'on a besoin de savoir aussi avant de constituer le projet, parce que c'est des choses toutes bêtes, mais en fait qui vont avoir un immense impact sur le projet final, en fait, d'appareillage ou non et de retour à domicile. Je reviendrai après sur ce qu'on fait avec tout ça. Et puis après, une fois qu'on a les infos sur qu'est-ce qu'il faisait avant, on va définir en fait un état occupationnel. Donc ça, c'est l'évaluation qu'on va faire sur le moment. Quelle indépendance le patient il a sans sa prothèse au niveau des AVQ, AIVQ. Quand je dis AIVQ, c'est les activités instrumentales de la vie quotidienne, c'est tout ce qui est vie domestique. Donc on vient vraiment voir est-ce que le patient déjà est autonome avec son fauteuil, est-ce qu'il est sécuritaire, est-ce qu'il arrive à se mettre debout, est-ce qu'il arrive à se mettre debout sur une jambe devant un plan de travail pour faire des choses avec ses mains, est-ce qu'il a besoin d'appui et tout ça. Et c'est toutes des choses qu'on va référencer pour aussi construire le projet et puis compléter aussi avec les évaluations des collègues pour définir le projet. Et surtout, comme j'ai dit avant, on va déjà voir ses capacités d'indépendance de la gestion du mognon, donc le temps de port, l'hygiène qu'il a avec tout ça. Ça va aussi nous donner des infos au niveau de l'état cognitif et des capacités aussi à supporter et gérer une prothèse au quotidien. Et bien entendu, on vient toujours demander quels sont les objectifs du patient et quelles sont ses attentes par rapport à son séjour en réadaptation. Ça nous donne déjà une bonne indication. Ça arrive quand même des fois où des patients nous disent moi, je ne veux pas rentrer dans une longue réadaptation, une prothèse, ça ne m'intéresse pas, ça ne va rien m'amener dans les activités de la vie quotidienne, je serai très bien en fauteuil roulant. Et c'est évidemment des points à prendre très au sérieux dans cette prise en charge. Ou au contraire, il nous dit je veux courir un marathon, mais là, on est un peu plus embêté du coup pour la suite. Ensuite, une fois que toutes ces évaluations sont faites, donc là je parlais de la partie ergo, mais au niveau interdisciplinaire, donc on se réunit pour définir en fait le projet thérapeutique. En fait, qu'est-ce que va faire ce patient après la réadaptation? Est-ce qu'il va rentrer à la maison? Est-ce qu'il va devoir être placé? Est-ce qu'il va devoir déménager? Et finalement, c'est là qu'on va aussi poser la décision d'appareillage. Donc c'est toujours mieux quand on peut tous se réunir, avoir chacun nos évaluations et définir ensemble avec les spécificités de chacun sur est-ce qu'un appareillage est indiqué. Donc là, il y a tous les facteurs qui rentrent en compte. Il y a effectivement, évidemment les facteurs médicaux sur la plaie, sur l'évolution. Il y a les comorbidités, il y a les capacités actuelles et les capacités en fait, de progression qu'il aura. Et là, on va décider du coup de l'appareillage. Donc si oui, lequel et le protocole. Une fois que cette décision d'appareillage elle a été prise, on propose deux options. Donc, la première, c'est de réaliser d'abord un appareillage provisoire qui est réalisé par les ergothérapeutes, que je vais détailler tout à l'heure, ou directement un appareillage semi-définitif par un prothésiste externe. Dans les deux cas, on met en place le protocole et l'augmentation selon la tolérance que je vais développer tout à l'heure. Donc, pour l'appareillage provisoire, donc, comment ça se passe chez nous? En fait, on réalise des prothèses, les ergothérapeutes, qui sont effectivement formés à la prise en charge des amputés et à la fabrication de prothèses. Donc en gros, c'est un appareillage en fait. Donc là, c'est pour une transtibiale. Donc c'est une grosse prothèse, comme vous voyez. Le genou, il est fixe. Et en fait, on vient mouler à 6 mains
Donc en fait, ça se passe, on peut faire ça le jour même. On est 3 ergothérapeutes autour du patient. On vient mouler en fait avec des mousses en fait thermoformables qu'on vient en fait entourer d'une bande de résine pour fabriquer en fait finalement une emboîture avec une protection. Donc ici au bout, il y a une grande couche de mousse, en fait, c'est une espèce de cape en fait, qu'on vient poncer. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de bricolo. Et du coup, c'est assez intense. Et en fait, l'idée, c'est de mouler avec le patient le matin, de libérer l'après-midi, de faire les finitions pour qu'en fait, en fin de journée, on se retrouve avec l'ergothérapeute, le physiothérapeute et le patient pour faire un premier essayage le jour même. Donc en gros, c'est une méthode qui permet un appareillage rapide, surtout un début très progressif, donc c'est-à-dire que la jambe elle est quand même bien en appui à d'autres endroits pour décharger vraiment l'endroit de la cicatrice, pour vraiment protéger la plaie cicatrisante. Et surtout, ça permet une première habituation de se mettre debout pour le patient, de mettre du poids aussi sur son moignon, en ayant une décharge quand même progressive de la cicatrice. Et ça nous permet aussi de faire un essai pour le patient. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, les patients ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'implique un appareillage. Des fois, souvent, ils trouvent plus dur que ce qu'ils imaginaient, par rapport aux vidéos sur les réseaux, par exemple, qu'ils peuvent voir. Et puis, ils voient qu'en fait, il y a parfois des douleurs, que c'est fatigant, comme on a vu avec les tableaux qui ont été présentés ce matin. Et là, c'est important aussi, c'est un premier essai. C'est aussi possible d'avoir un patient où on essaye une première fois un appareillage provisoire et lui-même se rend compte que ce sera trop dur pour lui ou ça ne va pas lui convenir, et puis qu'il va aussi regarder les autres options pour aussi avoir une qualité de vie satisfaisante, peut-être sans prothèse. Du coup, dans les deux cas, donc soit avec prothèse provisoire ou directement avec la semi-définitive, si les critères sont réunis pour directement passer à une semi-définitive faite par le prothésiste, on débute avec un protocole progressif, c'est-à-dire qu'on commence la première semaine à 3 fois 15 minutes de port de prothèse par jour en thérapie. Donc, c'est-à-dire que le programme pour les amputés, en tout cas chez nous en réadaptation RHNE, il y a 2 séances de physio et une séance d'ergo quotidienne, ce qui va permettre en fait de réaliser ces 3 ports toujours en thérapie, donc en sous-surveillance des thérapeutes. Donc, c'est-à-dire qu'on va toujours vérifier la peau avant de mettre la prothèse, on met la prothèse, on travaille, et on vérifie après. Donc on regarde s'il y a des points d'appui, s'il y a des rougeurs, des choses comme ça, que ça se soit avec n'importe quelle prothèse. Ça nous permet d'observer s'il y a des réglages qui sont à faire pour corriger finalement l'alignement de la prothèse. Donc si c'est avec une prothèse provisoire, on le fait directement avec nos outils. Et si c'est avec une prothèse semi-définitive, du coup on est en constante collaboration avec le prothésiste pour le faire venir s'il y a besoin de régler des alignements ou autres, ou s'il y a des douleurs, s'il y a des points d'appui. Comme ça on est en constante collaboration. Et finalement on fait une mise en charge adaptée, toujours sous surveillance des thérapeutes en tout cas. Donc l'idée en fait c'est d'augmenter après de 5 à 10 minutes par port de manière hebdomadaire selon l'évolution de la plaie. Donc toujours en collaboration, c'est indispensable d'avoir l'avis aussi médico-soignant. Et la tolérance du patient, bien entendu, des fois au bout de 15 minutes, le patient il n'en peut plus, il n'a plus de douleur. Du coup, on doit enchaîner plusieurs semaines, 2, 3 à 3 fois 15 minutes, toujours sur le même standard de protocole. Ou alors, si tout va bien et que la plaie va aussi bien, on peut augmenter progressivement. Dans tous les cas, c'est une décision qui se fait au colloque interdisciplinaire, du coup, qui est une fois par semaine. Et en fait, on pose directement l'objectif. Donc, c'est-à-dire qu'on pose un objectif ensemble et on le transmet directement au patient. Donc, c'est affiché dans sa chambre. Par exemple, ça donne porter la prothèse semi-définitive 3 fois 30 minutes par jour en thérapie. Donc, en fait, il sait à quoi qu'est-ce qu'il attend la semaine, vraiment pour l'inclure vraiment dans la prise en charge. Du coup, une fois que tout ça est posé, les protocoles, la prothèse, etc., en ergothérapie, qu'est-ce qu'on fait? Donc le but, nous, de notre prise en charge en ergothérapie, ce sera d'améliorer les capacités d'action du patient de sa vie de tous les jours, bien entendu, d'acquérir ou retrouver ses habiletés physiques pour réaliser justement ces activités de la vie quotidienne qui sont significatives pour lui. Donc l'importance du profil qu'on fait au début, c'est de pouvoir proposer des activités qu'il fera par la suite. On ne va pas, un patient qui ne cuisine pas, commencer à le faire cuisiner. Donc ça n'a aucun sens et c'est important qu'il voit du sens dans les activités qu'on lui propose. Les moyens qu'on met en place, donc, c'est les activités justement et les mises en situation avec la prothèse et entraîner des stratégies corporelles finalement. Donc c'est quand même une pièce rapportée qu'on met sur le patient, la prothèse, et en fait il doit quand même l'inclure dans son quotidien et dans ses activités. On continue toujours selon le projet à travailler sans prothèse, même quand il y a une prothèse. Pourquoi? Parce que comme ça a été mentionné avant, il y a toujours des moments où le patient n'aura pas forcément sa prothèse, il a besoin d'avoir cette autonomie aussi à une jambe.
Et on utilise aussi certaines nouvelles technologies que je vais montrer après. Et évidemment, l'éducation thérapeutique qui nous suit tout au long de la prise en charge, comme ça a été bien expliqué tout au long de la journée. Donc l'objectif, c'est vraiment retrouver des stratégies de mouvement en activité, de corriger les stratégies vicieuses et compensatoires. Donc ça, c'est quelque chose de classique où le patient a pris l'habitude de travailler en mettant tout le poids sur sa jambe saine. On doit aussi venir réintégrer la prothèse dans le schéma corporel quand il fait une activité. Je vais l'illustrer avec des vidéos tout à l'heure. Et développer des stratégies justement dans la vie quotidienne. Donc on part sur vraiment habillage, déshabillage, toilette au lavabo, ouvrir, fermer une porte, transfert dans une voiture, etc. En allant toujours du plus simple au plus complexe pour aller vraiment vers une indépendance dans les activités de la vie quotidienne. Donc l'intervention, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc, en tout cas, au RHNE, on dispose de salles de thérapie finalement qui ressemblent le plus possible à ce qu'un patient pourra retrouver à la maison. Donc, c'est-à-dire qu'on a des salles où on a une cuisine, on a un atelier, on a un jardin, on a une salle aménagée comme un appartement pour essayer de recréer au maximum ce que le patient pourrait retrouver à la maison. Bien entendu, on reste un contexte hospitalier. On n'est jamais exactement comme à la maison, donc ça c'est important à prendre en compte. C'est pour ça qu'on a besoin de ces informations à la base pour savoir comment c'est à la maison en termes d'environnement, pour essayer de recréer en fait au maximum ces mises en situation qui seront au plus proche de ce que le patient va retrouver à la maison. Donc les objectifs vraiment c'est l'autonomie et la sécurité avec son prothèse on a vécu, mise en charge sur la prothèse, donc ça c'est notre combat tous les jours, et transfert des acquis au niveau de la gestion du quotidien. Donc l'idée c'est vraiment que tout ce qui puisse travailler dans le contexte le plus proche du domicile à l'hôpital, qui puisse au maximum le transférer une fois transférer ses acquis au niveau de sa vie à la maison. Donc un exemple concret, donc là on est sur un patient avec une prothèse semi-définitive transfémorale. À ses débuts de prise en charge, pas eu de prothèse provisoire. Les physios viennent de valider le fait qu'il puisse se déplacer en thérapie avec les cannes. Donc c'est pour ça qu'on essaie toujours en collaboration. Le physio va vraiment venir évaluer le moyen auxiliaire le plus adapté et l'évolution. Puis nous, on se cale en fait toujours là-dessus pour pouvoir proposer les activités en lien avec ce qui est validé au niveau physio. Donc voilà. Donc là, simplement, c'est un patient qui vient d'avoir ses cannes. Donc on commence sur des tâches toutes simples, pardon. Donc là, il y a des cartes postales à décrocher en fait du panneau en liège. Donc qu'est-ce qu'on va venir observer là-dedans? Déjà, c'est où est-ce qu'il met ses cannes? Et donc il a des cannes, donc c'est super, il a plus un gros cadre de marche, mais par contre, il a les mains prises. Donc il est obligé de les lâcher pour réaliser une activité bimanuelle du coup. Donc là, on vient observer en fait comment il vient se débrouiller. Donc là, il vient poser ses cannes. Il prend des appuis finalement toujours un petit peu avec ses mains pour rester en appui. Et puis, donc là, par exemple, donc, en fait, on le met en contexte avec nous, on sait ce qu'on vient travailler, on sait que l'activité, elle demande de lâcher parfois les deux mains. Donc on vient regarder ce que ça donne. Et ce qu'on voit, justement, c'est que le monsieur, il a pris l'habitude de mettre son poids sur sa jambe saine. Et la prothèse, elle est vraiment un peu de côté. Donc là, on est vraiment dans l'inconscient avec l'attention qui est focalisée sur ce qu'on lui a demandé et on va lui dire, en fait, finalement, faites-le. Et puis, on va observer, du coup, les limitations. On pourra corriger les stratégies posturales et, du coup, la gestion des cannes et des appuis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un exemple tout simple, ce qui nous permet, en fait, de aussi adapter tout au long des séances, en fait, ce qu'on va lui demander par rapport à ce qu'on observe dans les activités qu'on propose aux patients. Dans ces cas-là, donc là, on voit le patient, on le met en situation pendant plusieurs séances. Il a toujours tendance à aussi avoir un déficit de charge, une décharge prothétique. Donc, il met tout sur sa jambe saine. Donc, on s'est dit, il faut peut-être qu'on prenne le problème dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qui s'offre à nous donc là, on est plus sur une approche un peu plus bottom-up par rapport à une approche top-down qui est quand même beaucoup plus utilisée en ergo. Et du coup, on a des appareils. Donc là, on vient mettre, donc ça c'est un autre patient typiquement qui avait un problème de mise en charge, donc une prothèse transtibiale. Et en fait, on a un appareil qui est connecté, qui est thérapeutique. Et en fait, on vient mettre le patient sur une planche. Donc on vient calibrer en fait au niveau du transfert de poids et de la mise en charge droite-gauche, comme on voit ici. Et en fait, lui sur l'écran, donc c'est un jeu tout simple, il doit venir attraper les petites pastilles vertes. Et lui, il a l'attention qui est focalisée sur l'écran, ce qui va en fait le forcer, on va venir le titiller, à venir chercher les items sur la droite, pour en fait qu'inconsciemment, il soit obligé de venir mettre du poids sur sa prothèse. Donc là, on va venir travailler vraiment aussi beaucoup au niveau de proprioceptif.
Et ensuite, on va faire ça quelques fois pour essayer de transférer ces acquis-là dans les activités, puis on est en constante réévaluation en fait entre concrètement ce que ça donne de l'activité, ce qu'on doit travailler à côté, et justement en constante réévaluation. Et il y a un côté ludique aussi que les patients apprécient de faire. Pas tous, mais la plupart. Un autre exemple, du coup, on change un petit peu quand même de capacité de patient, un patient un peu plus jeune. Donc on est sur une fin de prise en charge sur une amputation transtibiale. Pour la petite anecdote, c'est le fameux patient qui a dit à l'AI qui est resté devant la télé. C'est lui. Alors je vais vous montrer ce qu'il savait faire en fait, en tout cas sur la fin de prise en charge. Donc là c'est un patient du coup où c'est ok, il est sécuritaire de faire des petits déplacements, en tout cas en activité sans moyens auxiliaires. Il est à l'aise sur sa prothèse, il la met en charge, il l'intègre dans ses activités. Et là, finalement, c'est un patient qui va reprendre l'activité de faire la lessive chez lui. Donc là, dans les informations qu'on a qu'on a recueillies, qu'on a discuté avec lui, il a justement, lui, il suspend ses habits en hauteur. Donc on vient mettre le suspendoir en hauteur. Il a l'habitude de mettre sa selle par terre. Il a une machine à laver à chargement frontal qui est comme ça. Et il a l'habitude de la mettre par terre. On se dit, ok, faites-le. Donc là, on a un patient qui est quand même relativement à l'aise, où il vient finalement un peu lancer ses habits, mais quand même en étant en confiance sur la flexion de son genou dans sa prothèse. Donc voilà. Donc on vient vraiment essayer de travailler l'activité dans son entier. On n'est pas juste vous mettez les habits dans la machine. Donc il y a tout ce qu'il y a autour vraiment, parce que à la maison, il sera seul et il devra le faire seul. Donc on essaie de tout tester au maximum après. Donc là, il est déjà assez à l'aise au niveau de la flexion. Donc là, on avait embêté Steven pour qu'il vienne raboter derrière la prothèse, pour qu'il puisse bien... Et du coup, donc là, il charge. Et puis en fait, il doit se relever, donc lâcher ses deux mains et venir chercher sa selle à deux mains pour repartir en fait. Donc là, il est quand même suffisamment... Voilà. Et voilà. Donc là, on est quand même sur une fin de prise en charge, sur un patient qui a de bonnes capacités, qui n'a pas aussi de troubles cognitifs ou exécutifs, du moins. Et du coup, on peut justement essayer d'aller au plus loin dans les activités. Donc ça, c'est un exemple. On va aussi prendre le bus avec les patients, essayer de faire les courses. Enfin voilà, on essaie vraiment d'aller le plus loin qu'on peut possible dans le contexte hospitalier, qui n'est pas la maison. On essaie de les stimuler au maximum dans des situations de vie réelle. Pour la préparation de la sortie, du coup, les objectifs qu'on a, nous, en tant qu'ergo, dans la mesure du possible, en tout cas vers quoi on essaye de tendre, c'est l'autonomisation de la gestion et hygiène de l'entretien du matériel, comme je l'ai dit. Les patients, s'ils vivent seuls, par exemple, il faut qu'ils puissent quand même gérer les temps de port de la prothèse. En général, au moment où ils sortent de la réadaptation, ils ont encore des temps de port limités parce que c'est une augmentation progressive. Donc on aura aussi besoin qui nous montre aussi comment ils gèrent. On va essayer de laisser gentiment de plus en plus faire dans les thérapies, même si c'est rythmé quand même par les thérapies, mais où, vers la fin d'hospitalisation, il y a aussi des ports autonomes qu'il doit faire le soir, qu'il doit faire le week-end, parce que, touchons du bois, pour l'instant on ne travaille pas les week-ends, et justement, il doit aussi devoir se débrouiller un petit peu dans la gestion en fait, quotidienne, dans le contexte hospitalier. Pareil pour le manchon liner, donc l'hygiène aussi qu'il y a là-dedans, le bas compressif qui est mis pour la nuit, et du coup les temps de port, je l'ai dit. On va essayer de travailler au maximum dans l'autonomisation du contrôle cutané du membre puté et du membre sain. Donc on vient leur donner des miroirs, on vient les stimuler vraiment à regarder la peau avant et après le port de prothèse, comme on fait nous au début avec eux du coup en thérapie, mais l'idée c'est vraiment qu'ils le fassent seuls. Pourquoi ? Parce que quand ils seront seuls à la maison avec leur prothèse, ils vont devoir savoir comment réagir. Avant, il y avait une discussion intéressante sur le patient, il est tout seul à la maison, il n'arrive pas à rentrer dans sa prothèse parce qu'il a le mognon trop volumineux. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il réagit ? Là, il n'y a pas toute l'équipe en fait, de l'hôpital, les soignants, les médecins, les thérapeutes qui sont là. Il doit savoir comment réagir. Donc là, on essaie de préparer au maximum à préparer le patient dans ces situations-là pour justement s'adresser aux bonnes personnes dans ces cas-là pour éviter vraiment les complications d'une rougeur, d'un poids d'appui ou d'autres complications qui pourraient être liées à une mauvaise gestion du matériel. Et justement, dans ces cas-là, ce qu'on essaie de faire au maximum pour les patients qui ne vivent pas seuls, mais qui sont par exemple... qui ont leur famille à la maison, leur conjoint. On invite au maximum les conjoints, les partenaires en fait, de ces personnes pour aussi qu'ils voient comment faire, qu'ils touchent aussi un peu le matériel, qu'ils se rendent compte de comment ça fonctionne pour les intégrer en fait, au maximum dans la prise en charge
pour qu'il soit aussi aidé. Quand on a un patient avec des problèmes exécutifs, il faut qu'il y ait une aide externe, et souvent c'est le conjoint. Donc ça rassure aussi beaucoup ses proches aidants finalement, de pouvoir aussi se rendre compte et de savoir quoi faire dans ces cas-là. Au niveau moyen auxiliaire, la majorité de nos patients sortent quand même avec un fauteuil roulant pour tous ces moments où ils ne portent pas la prothèse. Il y a certaines exceptions de patients qui sont très à l'aise avec un moyen auxiliaire, que ce soit un cadre de marche ou des cannes, en unipodal. Du coup, la majorité, ils ont besoin quand même d'un fauteuil roulant pour les sorties extérieures et tout ça. Donc c'est là qu'on vient faire les démarches depuis l'hôpital sur les fauteuils roulants, que ce soit au niveau de l'AI ou de l'AVS. Donc comme je l'ai dit avant, c'est pas juste un fauteuil roulant, donc c'est du matériel dont ils ont droit, et c'est là qu'on vient en fait regarder directement avec les fournisseurs et faire les démarches pour les patients pour qu'ils aient justement un fauteuil roulant avec un repose-mognon, un coussin adapté aux bonnes dimensions, etc. Voilà. Ce qu'on va faire du coup, un peu avant la sortie quand même, on essaye en tout cas minimum 2 semaines avant la sortie, c'est de faire une évaluation à domicile. Donc comme je vous ai dit au début, on recueille toutes les infos de l'environnement à la maison, que ce soit en entretien, on demande beaucoup de photos aussi ou de vidéos carrément de l'appartement ou du logement. Et justement, on vient faire une évaluation à domicile, donc c'est-à-dire qu'il y a un ergo, enfin l'ergo référent du patient qui part une demi-journée avec le patient chez lui pour justement tester en fait un peu tous les scénarios. Déjà tester l'accessibilité, tester l'accès aux activités, et puis en fait de voir en contexte. Donc on fait ça à la fin pour que le patient il ait repris suffisamment en fait, d'autonomie pour qu'il puisse être en mesure de ne pas le mettre en échec non plus chez lui, d'être en mesure de réaliser ça, puis d'observer s'il y a besoin d'aménagement, s'il y a besoin de modification, s'il y a besoin de moyens auxiliaires supplémentaires, et aussi surtout, est-ce qu'il y a besoin d'aide externe à planifier avant la sortie du patient, parce que typiquement, peut-être que si le patient qui voulait faire sa lessive, là, il dit « moi je ferai tout seul », mais finalement, des fois il y a des lessiveries dans des bunkers, dans un immeuble, et ben voilà, il y a une porte lourde, il va quand même pas y arriver, c'est quand même pas la même porte que l'hôpital, donc on doit faire un petit peu cette évaluation en fait finalement concrète de qu'est-ce qui va être possible à la maison, puis surtout anticiper les aides pour éviter que le patient se retrouve aussi en incapacité à la maison. Du coup l'objectif vraiment c'est la reprise des activités domestiques, professionnelles aussi et de loisirs. Donc quand on a des patients qui travaillent, on va vraiment essayer de travailler, de le mettre en situation comme on le fait pour n'importe quoi d'autre, de le mettre en situation professionnel selon ce qu'il fait comme travail. Donc en fait, ça donne chaque fois en fait, des prises en charge qui sont totalement hétérogènes, parce que comme si on pose la question à tout le monde dans cette salle, même qu'on travaille un peu juste dans le même milieu, nos activités de la vie quotidienne elles seront toutes différentes. Du coup, on n'aura aucun de nous la même prise en charge si on venait à être amputé. Du coup, on vient vraiment essayer de travailler et puis d'aller dans le détail de qu'est-ce que les patients font, quels sont leurs objectifs de reprise, et puis on va vraiment intégrer la partie professionnelle si c'est des patients en grande activité, et évidemment de loisirs qui est souvent une des choses les plus importantes pour les patients. Et du coup, indispensable, on organise le suivi à domicile. Donc on vient travailler dans la majeure partie des cas, c'est rare les patients amputés qui sortent de chez nous qui n'ont pas d'ergothérapie à la maison. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit avant, on reste dans un contexte hospitalier, on peut imaginer tout ce qu'on veut avec les mises en situation, c'est quand même pas la même chose, c'est pas le même rythme, et du coup on a besoin d'avoir en fait cette vision et cet accompagnement à domicile pour transférer en fait tout ce qu'on a travaillé et des nouvelles choses aussi, parce qu'il y a des choses qu'on a pu louper aussi, par des ergothérapeutes qui iront à domicile chez le patient pour faire le point aussi déjà pour les activités domestiques, mais aussi extérieures. Et là, dans la majeure partie des cas, on essaie de travailler avec des ergothérapeutes qui sont spécialisés, qui ont l'habitude de ces patients, qui ont quand même des spécificités en termes techniques, avec tout le matériel et tout ça. Et justement, c'est dans la majeure partie des cas où il y a un suivi par un ergothérapeute, ou alors aussi s'il y a encore des aménagements à faire, une réévaluation du logement, parce que nous on l'a fait sur quelques heures, mais ça peut encore changer. L'état du patient elle est quand même très variable, donc on a besoin aussi d'avoir, ça sécurise aussi un peu plus d'avoir quelqu'un à la maison pour vraiment transférer les acquis dans le contexte de vie. Je crois que j'ai terminé pour la journée.